Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Celery et je vais essayer de vous présenter les différents composants qui constituent un système Celery dans le cadre d'un projet Django. Alors, qu'est-ce que c'est que Celery? Celery, la définition officielle, c'est une file de tâches asynchrone qui est basée sur un système de passage de messages distribués. C'est un petit peu complexe, donc on va essayer de définir tout ça. Celery, il a été créé en 2009, donc c'est un projet qui a quand même 8 ans. Il a commencé en étant Django only, mais maintenant il ne dépend plus de Django, donc on peut l'utiliser avec d'autres frameworks, ou tout seul. Il est écrit en Python, mais on peut implémenter le protocole dans n'importe quel langage. Il y a par exemple un client Node.js ou PHP pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on entend par asynchrone dans cette définition? On entend par asynchrone tout ce qui se déroule en dehors du cycle requête-réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une file de tâches? Une file de tâches, c'est utilisé pour distribuer du travail à travers un système de manière non bloquante. L'unité de travail d'une file de tâches, c'est ce qu'on appelle une tâche. Donc c'est en général du code. Il y a une pool de workers, donc des processus, qui monitorent ces files de tâches pour récupérer le travail qui est effectué. Celery supporte les tâches programmées et les tâches récurrentes. Pourquoi on l'utilise? Par exemple, pour notifier des utilisateurs en background, pour éviter que la requête qui est synchrone prenne trop de temps. On peut l'utiliser pour envoyer des mails, pour envoyer des notifications mobiles. On peut l'utiliser pour générer des PDF, des factures, pour communiquer avec des services externes qui peuvent être longs à répondre, pour déclencher des opérations de maintenance, pour s'assurer que quelque chose est bien fait avec un système de retry et tout un tas de choses. Si on revient à notre définition de Celery, il nous reste une partie à définir et c'est celle qui est la plus difficile à appréhender, c'est la notion de Distributed Message Passing. Donc, le moyen de communication de Celery, c'est des messages. Qu'est-ce que c'est des messages? En général, c'est du JSON, donc c'est des instructions qui sont sérialisées. Ces messages, ils transitent via ce qu'on appelle un broker. On va voir ce que c'est que dans quelques slides. Un système Celery peut être constitué de multiples brokers et multiples workers, et ça c'est à des fins de mise à l'échelle de la performance ou de haute disponibilité. Donc un système classique, à quoi ça ressemble? On a notre app Django qu'on connaît, on a nos utilisateurs qui font des requêtes dessus, et notre app Django elle implémente Celery. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une requête qui déclenche de la logique, qui déclenche une tâche asynchrone? L'app Celery, elle envoie un message au broker. Donc le broker, on va en discuter dans quelques instants. Ce broker, il va stocker les messages dans des queues, donc des fils. Les workers vont poller ou monitorer les queues pour vérifier s'il y a des nouveaux messages dedans. Ils vont faire le travail et une fois que c'est fait, ils vont envoyer les résultats de leur travail à un backend de résultats. Il n'y a pas que l'appli Django qui peut envoyer des messages au broker, il y a aussi d'autres processus, par exemple le Bit qui gère les messages, les tâches récurrentes et programmées. Ces parties qui envoient des messages, on appelle ça aussi des producers, et les parties qui consomment les queues, on appelle ça des consumers. Donc qu'est-ce qu'un broker? Un broker, ça vient de l'anglais, ça veut dire c'est un peu un intermédiateur, un trader, un truc comme ça. Il a un rôle d'intermédiaire ou d'intermédiateur entre les différentes parties du système. Il est capable de répondre à tout instant à la question « Quel est le travail qui reste à faire ?» Et il répond à cette question en stockant les queues et leurs tasks. Dans Celery, il y a beaucoup de brokers qui sont supportés. Les deux seuls qui sont intéressants de retenir, en tout cas dans nos cas d'usage, c'est RabbitMQ et Redis. C'est les deux seuls qui sont feature complete. Feature complete dans quel sens?
dans le sens où ils ont tout ce qu'il faut pour gérer tout ce que gère Celery. Ils ont des capacités de monitoring, de haute disponibilité. C'est clé en main, c'est ça. RabbitMQ, son avantage, c'est qu'il est capable de faire du routing assez avancé, du routing de tâches. Il gère les queues persistantes, donc si votre serveur crash ou si vous êtes obligé de redémarrer RabbitMQ, vous perdez rien. Elles peuvent être écrites sur le disque. Il a des capacités de haute disponibilité, de la réplication, etc. Par contre, il est un peu plus complexe que Redis, dans le sens où il faut un petit peu de connaissance de la MQP et de comment le messaging fonctionne, si on veut le configurer correctement et pas faire de bêtises. Redis, quant à lui, il est plus simple. Il y a de grandes chances que vous l'utilisiez déjà, qu'il soit déjà dans votre appli. Sinon, c'est très simple. Vous avez juste à faire un apt-get install ou équivalent et ça marche tout seul. Il n'y a pas de config, ou il y a de la config, mais elle n'est pas forcément requise. Par contre, il peut être susceptible à de la perte de données s'il n'est pas configuré de manière safe. Et il y a quelques problèmes avec Celery qui sont décrits dans la doc. En général, ça peut se régler par un petit peu de config, mais c'est quand même pas aussi flexible en matière de routing que RabbitMQ. Juste une question. Le routing des messages, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le routing de messages, ça veut dire, par exemple, tu as un processus de worker qui tourne sur un serveur A qui a beaucoup de puissance et un processus de worker qui tourne sur un serveur B qui n'a pas beaucoup de puissance parce que lui, il fait qu'envoyer des mails, par exemple. Il n'a pas besoin de beaucoup de computing power. Si tu veux router tes messages qui ont besoin de beaucoup de puissance sur ton serveur B, tu vas devoir définir une route qui va envoyer ton message vers le bon serveur, vers le bon worker. Et ça, c'est plus difficile à configurer avec Redis. J'ai répondu? Ouais, je pense. Très bien. Donc si vous avez simplement besoin de temps en temps d'envoyer un mail ou des besoins très simples ou même en développement, vous pouvez utiliser Redis. C'est, comme je vous l'ai dit, facile à configurer. Par contre, dès que vous avez des trucs complexes à faire, ou même si vous avez des besoins de haute dispo ou de queue persistante, il faut partir sur RabbitMQ. Les backends de résultats. Si vous voulez garder l'état des tâches ou si vous avez besoin de leur valeur de résultat, il faut configurer un backend de résultat. En général, on utilise du cache parce que c'est rapide et que ce n'est pas des données qu'on a besoin de garder ad vitam aeternam. Redis est bien meilleur en backend de résultats qu'en broker, d'expérience. Des fois, vous n'avez pas besoin de garder les résultats. Vous avez deux settings pour ça, soit globalement task ignore result dans vos settings, soit ignore result à la déclaration de votre tâche. Ça peut rendre le truc un petit peu plus rapide. Alors, sachant comment ça fonctionne, ce truc-là, pour récupérer les résultats, par exemple? Pour récupérer les résultats, en fait, quand tu fais tu vas faire par exemple result égale ta tâche.delay. Ouais. Et dans le résultat, quand tu vas vouloir afficher sa valeur ou récupérer sa valeur, tu vas avoir ce que ta tâche retourne. C'est la fonction? Oui, mais la plupart du temps, tu vas pas vouloir. Parce que de façon asynchrone. Non, mais du coup, si tu fais ça, tu resynchronises ton code. Ouais, voilà, d'accord. On peut, ouais. Il n'y a pas moyen de l'avoir plus tard Non. d'une autre manière, je veux dire. Non. Il faut utiliser des fonctions Celery où tu rappelles une task derrière. Tu viens piper les. D'accord. Je sais pas si. Qui en parle. Vous pouvez lire un peu plus à propos des backends de résultats sur la doc. Moi, je les utilise que très rarement. Non, sur Clean, on n'utilise pas du coup de backend de résultats. Non. Et déjà, je savais même pas que ça existait et du coup, ça pourrait peut-être être intéressant, mais en cas d'erreur en fait. Enfin, je sais pas. Je vois pas trop quand est-ce qu'on pourrait l'utiliser en fait, de façon asynchrone. Quand tu veux piper quand tu veux prendre la sortie d'une tâche et la remettre dans une autre tâche. Oui. Au lieu d'avoir une tâche qui fait 3 trucs, tu as 3 tâches qui font un truc. Et la remettre dans une autre tâche. Ça,
Mais séquentiellement. Mais séquentiellement. Je vais t'en parler un petit peu après, ça va peut-être te clarifier. Au niveau des perfs, vous avez grosso modo deux options. L'option par défaut, c'est pre-fork, donc c'est du multiprocessing. C'est plus safe parce que vous n'avez pas besoin de vous embêter à créer du code qui est safe en multithreadé. Par contre, c'est limité à quelques processus par cœur de CPU que vous avez, par cœur de processeur. Pardon. La deuxième option, qui peut être intéressante niveau perf dans certains cas, c'est les green threads. Donc c'est un autre mot pour les coroutines. Il y a deux différences principales avec les threads classiques, les green threads. Il y a très peu d'overhead à démarrer des green threads, c'est presque gratuit, donc il ne faut pas hésiter à en spawner des nouveaux. Et la deuxième, c'est qu'ils se yield les uns les autres, donc vous n'avez pas besoin de mettre de lock sur vos structures de données partagées. Attention avec les green threads, faut pas qu'il y ait d'appel bloquant qui soit fait, sinon ça bloque tout le pool de coroutines. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir soit l'un soit l'autre. Vous pouvez avoir des workers en multiprocessing et des workers en green thread. Faut voir en fonction de vos besoins. Tu as des exemples concrets pour le green thread par exemple? Des exemples concrets, qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple concret? Nous, on ne sait jamais quand on a besoin, qu'on aurait besoin de rajouter du multiprocessing ou pas. Comment on peut savoir que notre... Si tu monitores ton Rabbit ou ton Celery, tu peux voir qu'il y a des tâches, que par exemple ton worker, ça va être capable de traiter tes tâches assez vite et que la queue commence à grimper. Dans ces cas-là, il faudrait peut-être rajouter d'autres workers. L'avantage des green threads, c'est si tu as des opérations qui font appel au réseau. Parce que quand tu es en pré-fork, ton process, il va être bloqué jusqu'à ce que l'appel réseau termine. Alors qu'il est bloqué à juste attendre, quoi. Par exemple, quand on a fait le petit serveur TCP, on avait fait de la sync.io parce qu'il y avait des appels à un serveur qui pouvait répondre en 5 secondes. Quoi. Ça ne rappelle rien. Non mais là, du coup, si c'est un appel réseau, tu peux pas faire du green thread, sinon ça bloque le... Bah non, parce que tu as des libs compatibles avec... tu peux virer l'expérience. Avec EventLet ou JEvent. JEvent par exemple, enfin je sais plus, il y en a deux qui vient patcher la stdlib Python pour que tous les appels réseau ne soient plus bloquants et yield les résultats. Ah d'accord. Donc Okay. pendant qu'il y en a un qui est en train d'attendre la réponse du réseau, tu as une autre EventLet qui tourne. Okay. Tu veux pas faire un request.get, ça va bloquer. Ouais, okay. Sauf si request.get est patché. Voilà. Ok, très bien. C'est plutôt du hack. Ouais. Mais ça peut dépanner dans certains cas. En Python 3, il y a la lib IO HTTP qui fait l'équivalent de request, mais en thread safe. Enfin, en coroutine safe. Alors, Celery, pour ceux qui connaissaient avant Celery 4, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou même avant la 3.1. Avant, on avait besoin d'une app qui s'appelait Django Celery, qui permettait d'intégrer Django dans Celery dans Django facilement. On n'en a plus besoin. La documentation est super bien faite sur comment on met Celery dans Django. Voilà, donc Django Celery, c'est même devenu déprécié. Les settings ont beaucoup changé en Celery 4, qui est sorti récemment. La bonne pratique en Django, c'est de faire préfixer toutes les settings liées à Celery par Celery underscore en majuscule, de garder les settings en majuscule. Vous avez une commande d'upgrade si vous êtes en 3.1 et que vous voulez passer en 4 qui vous permet de changer toutes vos settings automatiquement. Donc c'est upgrade avec vos settings moment Django. Et si vous faites ça, il faut que vous mettiez l'argument namespace quand vous configurez votre app dans votre projet.
Pour tester les tâches Celery, moi j'aime pas trop tester avec le mode eager parce que ça teste pas vraiment les tâches, ça teste une émulation de worker. Donc je vois pas trop l'intérêt. C'est pas mal d'utiliser des mocks, notamment pour tester les cas d'erreur, les retries, etc. Vous avez un exemple qui est plutôt parlant dans la doc. Vous pouvez patcher les méthodes qui sont appelées par votre task et vérifier que ces méthodes ont bien été appelées avec les bons arguments. Vous pouvez aussi, avec patch, simuler des exceptions levées par les méthodes patchées. Ça vous permet de tester si vos tâches retry bien correctement. Et du coup, ne pas tester les tâches comme étant comme la logique, mais plutôt tester la logique à côté et tester le comportement des tâches, vraiment les tâches, quand vous testez les tâches. Ça vous évite à configurer un broker in-memory, à utiliser le mode eager, etc., etc. Alors, quelques bonnes pratiques. Quand vous utilisez des tâches asynchrones, ne prétendez pas savoir quand est-ce qu'elles vont être exécutées. Si vous exécutez une tâche toutes les minutes ou à minuit et minuit 5, peut-être que celle de minuit, elle ne sera pas finie. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, l'idée, c'est de décrire des tâches soit idempotentes, soit, soit d'utiliser du locking sur ce qu'utilisent les... Soit avoir des tâches homothétiques. avoir des tâches homothétiques entre elles. Ne passez pas d'objets complexes en paramètres de vos tâches, et c'est un gros pas, parce que vous allez avoir des race conditions dès que vos objets vont être modifiés ailleurs. Donc pour les modèles Django, passez vos PK, pour d'autres objets, passez des ID et récupérez-les dans vos tâches. C'est quoi race conditions? Ça veut dire quoi? Une race condition, c'est si tu as deux objets qui sont modifiés en même temps, mais tu en avais chargé un en mémoire, donc du coup ton état est plus correct. Et donc si tu viens pas refetcher ton objet au début de l'exécution de la task, vu qu'il y a une corrélation entre le moment où la task elle est queuée et le moment où elle est exécutée, tu aurais l'état du moment où elle a été queuée, plus forcément l'état du système. Ça a peut-être, je sais pas, il s'est peut-être passé 10 autres tâches avant, ou il s'est peut-être passé 10 minutes. Donc tu peux pas manipuler l'objet in-memory que tu as récupéré, le sauver en base, tu risques de corrompre tes données. Par le passé, Celery utilisait le module Python Pickle quand tu passais des objets complexes, module qui est très insecure en plus. C'est un truc pour sérialiser ça? C'est ça qui sérialise en mode binaire les objets. C'est plutôt une mauvaise idée de passer des objets complexes. Ouais. Faites des petites tâches, pas sur votre chemise, qui ont chacune un but précis. C'est le principe de responsabilité unique. Les grosses tâches sont plus difficiles à lire, à maintenir et à paralléliser parce que vous loquez des choses. Utilisez les features de chaînage. Il y a plusieurs fonctions, un peu comme dans les futures ou dans les promises. Et faites en sorte que vos tâches n'attendent pas le résultat d'autres tâches parce que ça bloque beaucoup de choses. Quand vous faites une app réutilisable, utilisez le décorateur add_shared_task parce que vous n'avez évidemment pas accès dans une app réutilisable à l'objet app qui est initialisé dans votre projet. Donc il va automatiquement découvrir ça. Celery. Il faut mettre les deux du coup, app.task Non. et celui-là ou Non, juste celui-là. celui-là? D'accord. Et pourquoi on ne ferait pas que du shared task? On peut pas envie. Moi je fais que du shared task, mais je sais pas si c'est lui. En tout cas, c'est un prérequis de nos apps réutilisables. Je sais pas, il y a peut-être des limitations, on peut peut-être pas passer les mêmes arguments exactement, je suis plus sûr. À l'inverse de Run Server, Celery il n'est jamais reloadé automatiquement quand vous changez du code. Donc n'oubliez pas de CTRL-C vos workers et de les redémarrer.
Ça, il va de même pour le processus bit. Et pas POM-Z parce que ça le met en tâche de fond. Ça le stoppe. Quand vous faites des retries dans vos tâches, c'est plutôt une bonne idée d'utiliser de l'exponential backoff. Maintenant, on sait faire. Donc là, il y a un petit exemple du coup de code. C'est-à-dire que tu réessayes plus tard, de plus en plus tard dans le temps. C'est ça. Donc quand vous avez un problème, vous pouvez catcher votre exception, faire un peu de clean-up, raiser un self.retry avec l'exception, et vous pouvez passer un countdown. Et là, on a une fonction qui fait juste un exponentiel avec des secondes. Et si tu mettais ton miserable p exception dans le paramètre de app.task, tu n'aurais pas à faire la gestion d'exception, tu le ferais toi-même, lui-même. Tu peux lui dire, fais des retries pour ce type d'exception. D'accord. Mais du coup, on pourrait peut-être pas... Je sais pas si on pourrait spécifier un backoff exponentiel. Parce qu'on a un default retry count, je crois, ou default retry delay. Mais je sais pas si on pourrait lui spécifier le countdown du coup. Et vous pouvez récupérer le nombre de retries sur lequel on est avec self request retries. Quelques petits trucs et astuces intéressants. N'oubliez pas de faire un pip install setproc title. Ça vous permet, quand vous êtes sur votre serveur, d'avoir un plus joli nom de process et de mieux les identifier parce qu'il y aura sans doute le nom de votre projet dedans. Sinon, c'est un peu plus cryptique quand vous faites un top ou un PS. Si vous utilisez RabbitMQ comme broker, pip install RabbitMQ, c'est un client C qui est optimisé par rapport à vos trucs par défaut. Il le choisira tout seul? Ou il y a une conf à faire? Oui, il va le prendre tout seul de mémoire, s'il est installé. Utilisez maxTaskSpareShell. C'est une option des workers. Ça sert à terminer le worker une fois qu'il a exécuté un certain nombre de tâches et à le remplacer par un nouveau. C'est utile pour mitiger les fuites mémoire sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle ou si vous avez une fuite mémoire qui est en train d'être réparée. Et ça évite de faire péter la mémoire. Utilisez les commandes built-in dans Celery, par exemple purge pour enlever tous les messages d'une queue ou inspect schedule pour voir les tâches qui sont programmées. Il y en a d'autres, c'est les plus courantes. Activez le plugin management de RabbitMQ, ça vous donne une bonne interface web pour voir ce qui se passe dedans. Petite interface de monitoring qui vous permet de voir la fréquence des messages qui passent, où ils passent, ça vous permet même de déqueuer des messages pour voir à quoi ils ressemblent, etc. Il y a des statistiques comme les max dans la file d'attente sur un jour ou je sais pas. Ouais, il y a un petit historique par graphique. Ouais. Ça permet aussi d'ajouter des utilisateurs, de supprimer des utilisateurs, pas mal de choses. Il existe aussi une interface de monitoring pour Celery cette fois, qui s'appelle Flower. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que l'interface de RabbitMQ fait la plupart des choses. Mais au cas où vous n'utilisiez pas RabbitMQ ou que vous vouliez un truc plus orienté Celery, ça permet d'inspecter les workers, les queues, les tâches, ça permet de voir aussi des stats sous forme de graphique et ça vous permet de contrôler certains aspects de Celery à la volée, par exemple si vous voulez spawner plus de workers, etc. Ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, la MQP. Donc la MQP, c'est le protocole de communication entre Celery et RabbitMQ. Plus généralement, c'est un standard ouvert pour l'interopérabilité entre tous les middleware de messaging. C'est hyper complet, il y a beaucoup de concepts qui lui sont propres, c'est très intéressant, mais ça rentre pas dans le scope du Tech Talk d'aujourd'hui. Il en faudrait un, deux ou trois de plus. Pour info, Celery utilise la lib Python Combu pour faire de la MQP. Si vous avez besoin de faire de la MQP directement, vous pourrez utiliser Combu. Il y en a d'autres, je crois, Olivier, tu utilises autre chose. Il y a Pika. Et Pika. C'est les deux grandes librairies de MQP. On n'a pas trop parlé, sauf dans la question de Ghislain, des notions de task routing et queue binding. Ça peut être intéressant pour prioriser les tâches en fonction des ressources.
de ce dont elles ont besoin, etc. Ça se configure en général sur la tâche ou ouais, c'est ça. Ça se configure, ouais, en général Ouais, sur la tâche, dans les settings, ouais, tout à fait. La doc est vraiment tip-top là-dessus. On n'a pas parlé des fonctionnalités de haute dispo des brokers, c'est spécifique à chaque broker. Il y a de la réplication chez RabbitMQ et de la duplication de queue, etc. Ça peut être intéressant en fonction de vos besoins. Et on n'a pas parlé de la sécurité des brokers. Si vous êtes sur une configuration mono-serveur, c'est assez simple, vous écoutez sur localhost. Si vous êtes sur un serveur distant, utilisez du SSL. Il y a un port par défaut pour la MQPS. Il faut juste configurer le certificat dans RabbitMQ, c'est pas très compliqué. Mettez pas admin sur l'interface de management de RabbitMQ, comme ça a pu arriver par le passé. Et tout se passera bien. Je vous ai mis quelques liens à pas manquer si vous faites du Celery bientôt. Les docs sont vraiment très bien faits. Vous avez un exemple d'intégration avec Django officiel. Voilà. Et faites bien attention si vous upgradez un projet de Celery 3 à Celery 4, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, donc là c'est pas limite pas trop conseillé du coup. C'est quoi qui a trop changé? À part les settings, qu'est-ce qui a changé? J'ai vu qu'il y a des paramètres quand même sur les tasks. Ouais, mais pour l'utilisation. Ouais, pour l'utilisation qu'on en a, il n'y a pas besoin. Après, quand tu fais un nouveau projet, tu vas mettre Celery 4 parce que c'est la version qui va être maintenue. Mais là, l'upgrade pour l'instant. Ouais, donc on n'a pas besoin, peut-être éviter. Voilà. Merci. Sur ton schéma au début, il y a plusieurs queues. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs queues? Pourquoi il n'y a pas une seule grande queue Je sais pas. Une seule queue. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir plusieurs queues? Bah, tu peux créer une queue par type de message, par exemple. Ouais. Par exemple, tu peux avoir la queue de messages haute priorité parce que c'était les utilisateurs d'un système de paiement qui sont le plus prioritaire. Et tu peux avoir une queue low priority qui sont pas, par exemple, pas les paiements, mais Donc en fait, autre chose. Tu as une notion de priorité sur les queues et du coup les workers, par exemple les 3 workers qu'il y a là, ils peuvent tous se taper sur la queue A. Et ils vont, comme la queue A elle est prioritaire par rapport à la queue B, s'il y a 3 messages dans la queue A qui arrivent. Oui, tu as plus de concurrence. Ouais, booter plus de workers, c'est pour la même queue, c'est juste une question de concurrence. Ouais. Ça pourrait être plus de processus dans le mode pre-fork et pas plus de workers. Enfin, tout ça, c'est un peu équivalent. C'est possible du coup d'avoir un worker qui puisse taper dans plusieurs queues avec une priorité différente, non? Non. Ah non, ah oui d'accord. Non, les workers, ils écoutent une queue. Attends, non, je dis des bêtises. Non, tu peux avoir des workers qui écoutent sur plusieurs queues. Tu peux avoir par exemple un worker qui écoute sur toutes tes queues. Par contre, il me semble qu'il pourra quand même traiter un seul message à la fois. À vérifier. Ouais. C'est vrai qu'en général, quand on met plusieurs queues, on met plusieurs workers. T'en mets un par un ou deux par Parce qu'en général, un ou n par queue. Mais en général, si tu fais plusieurs queues, c'est que tu veux faire des traitements différents, donc les workers sont distants. Avec une priorité plus basse pour le truc moins important, enfin moins urgent. C'est ça? En fait, il n'y a pas forcément de notion de priorité au sens... Il y a des notions de priorité dans la MQP et dans RabbitMQ, mais tu pourrais faire toi-même une priorité métier, c'est-à-dire que tu dis je mets un seul worker pour cette queue-là parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup et que même si ça se remplit un petit peu aux heures de pointe, c'est pas grave. Et tu peux mettre, si tu es sur un serveur dual core, tu es peut-être limité à 4-6 workers et tu peux mettre le reste de tes workers sur la queue qui est plus prioritaire parce que tu sais que c'est là qu'il va y avoir du volume. T'as parlé pour les queues des serial queues? Non. Faire des patterns d'avoir plusieurs queues, c'est d'avoir une serial queue qui permet, donc tu vas faire que quelques tâches dedans, genre une seule tâche, mais tu t'assures que les appels sont sérialisés. Tu n'auras jamais 2 appels en même temps à cette même task.
Il attend que Et donc, l'un ça soit évite- fini pour commencer le suivant. Voilà, et donc ça évite de mettre des locks, qui sont des choses qui ralentissent un peu le système, qui sont compliquées à faire correctement. Et ça réalisait juste une opération, enfin n instances de la même opération, c'est une solution assez élégante à des problèmes de synchronisation. J'ai un exemple, par exemple dans Récent, j'utilise une serial queue pour une opération qui consiste à détecter quand je veux insérer une nouvelle station, modifier la position d'une station service. Je regarde les stations qui sont aux alentours. Si on imagine qu'il y a 10 workers en parallèle pour faire ça, il y a un risque. Je regarde 10 fois le même endroit, qui est 0 duplicata et que j'insère 10 duplicata d'un coup. Ouais. Alors si c'est ça réalisé, je suis sûr que je ne suis pas en train de regarder pendant qu'il y a une autre qui s'insère. Ok. Évidemment, je ne peux pas sérialiser toutes les tâches parce que sinon j'ai juste une concurrence de 1 sur tout mon système, donc ça avancera à rien. Il y a juste une tâche qui se retrouve sérialisée. Ok. Donc elle est bindée à une queue spécifique. Alors c'est la task qui est sérialisée ou c'est la queue qui, elle, est sérialisée? Bah, c'est le fait d'avoir bindé une task spécifiquement une queue. La queue Oui. réalise. La queue elle se réalise et que tu mets qu'un seul worker sur la queue. Parce que tu mets 10 workers sur la queue, bah, t'as pas le même problème. pas résolu Alors, ton problème, t'as pas résolu ouais. ton En problème. fait, c'est le nombre de workers sur la queue qui Mais- fait que c'est sérialisé. Voilà, tu mets un worker sur cette queue et t'es sérialisé. C'est ça le pattern. Et quand Ok. tu gères l'ajout de workers sur une queue, c'est dans les settings C'est vrai. Qui doit compte. C'est un paramètre non, mais dans notre projet, c'est un variable d'environnement qui s'appelle celery worker. Je crois. En fait, ton worker, dans ton procfile, chez nous, il peut prendre en argument les queues sur lesquelles il écoute, par exemple. Avec moins queue ou le nom de ta queue. 4. Sachant que là, il n'y a qu'une queue. Oui, quelle queue? Ouais, mais tu peux avoir 200 workers sur la même queue. On ne Oui. devrait pas faire plusieurs queues. Bah, c'est vrai que là, ce qu'on pourrait faire, c'est en faire une Pour la en priorité facturation. pour les paiements surtout. Ouais, alors parce que là on a des trucs, des tâches de facturation qui se lancent. La Donc, facturation, on a c'est du- super prioritaire. Quoi. Faut Ouais, vraiment, mais on sait pas. faut à la limite mettre Mais non, mais plus pas. prioritaire pour le paiement Oui, oui. et mettre mail. Ouais, peut-être que si le premier du mois à minuit, vous lancez toutes les tâches de facturation et qu'elles prennent 50 minutes à se déqueuer et que pendant ce temps-là, le mec à minuit il fait un paiement, vous êtes. Donc il faudrait effectivement faire une deuxième queue. Ouais. Parce qu'en plus avec la génération de PDF et tout. Ouais, vraiment, clairement, c'est le bon cas d'usage. je Et pense que c'est admettons ça. le monitoring, comment on le voit et comment ça se passe Alors si vous regardez l'interface de management de Rabbit, alors soit vous avez, comme je vous ai dit, les petits Celery Inspect, etc., que vous pouvez vous montrer. Si vous voulez avoir une vue plus d'ensemble, vous avez les graphes qui vous montrent les messages qui sont queués, les messages qui sont requeués, les messages qui sont... Et vous avez le statut. Et si vous avez un truc constant de messages qui ne sont pas en train d'être utilisés, c'est que, ou qui descend très très doucement, ou même voire qui monte, c'est que vous n'avez pas assez de workers pour votre queue. À l'instant où vous regardez. Ouh, il y a un problème dans les tâches. Peut-être que dans Flower, vous avez de l'historique pour voir, si vous n'êtes pas là pour voir ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a de l'historique. Parce que nous ça serait bien de regarder quand la facturation se lance, qu'est-ce qui se passe en fait. Oui, oui, carrément. Monitorer le Ouais. serveur. C'est plus clair pour vous, est-ce que c'est qu'un broker, à quoi ça sert et tout ça? Ouais. Et en fait, là, c'est marqué Celery Worker, mais c'est RabbitMQ qui implémente ce worker ou comment ça fonctionne? Non, RabbitMQ c'est le broker. C'est uniquement le broker. C'est le broker. Lui, il a les queues. Les queues, c'est juste des... Des espaces où. voilà, c'est ça. C'est une partie du système broker. Tu vois. Et les workers, ils se connectent à RabbitMQ via le protocole AMQP. Ou via le protocole AMQ plutôt. Et... Ah oui, de Django App, tu fais send à RabbitMQ, ouais, et après c'est derrière Celery qui vient consommer. c'est ça. Ils stockent les tâches à effectuer sous forme de messages sérialisés en JSON. Et eux, ils sont branchés sur les queues pour consommer. En fait, le message c'est une notion plus générique que la tâche, et c'est dans le message qu'on écrit la tâche. Oui, c'est ça. La tâche est sérialisée sous forme d'un message. C'est ça. Si, c'est ça, c'est ça. Et avec d'autres informations Dans sûrement un- supplémentaires quoi, que la tâche.
Il doit y avoir, je sais pas, Bah, une expiration ou- ouais, mais tout ça, fait partie de la tâche. Ouais. Mais effectivement, dans la tâche, il n'y a pas que les instructions à faire. T'as aussi, tu peux avoir des notions de priorité. La tâche, quand le message arrive, elle peut avoir des informations pour dire où elle doit être routée par le broker. Elle a des expirations, effectivement.